Ouais, Talibé, il veut chercher à vous faire dire des choses ce soir. Alors venons-en finalement, disons, au bilan du président de la République, parce qu'aujourd'hui, vous comptez, disons, faire renouveler le bail de Sékou-Touré. Concrètement, qu'est-ce qui peut peser dans la balance aujourd'hui pour que les Guinéens renouvellent leur confiance au poste Alpha Condé? Je n'ai pas envie d'être présomptueux, j'ai dit il y a tellement de choses. J'ai envie de dire il y a tellement de choses. On va dire que... Le bilan, il est élogieux. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, on peut dire qu'il est élogieux. Ou plutôt on peut dire friable, puisque vous invoquez régulièrement Ebola. On n'invoque pas Ebola. Le fait qu'Ebola ait tué presque 3 millions de Guinéens, 3 000 Guinéens, ce n'est pas une invocation, c'est une réalité. Et elle pèse sur nous, non. Je dis qu'il est... on a un très bon bilan. Il y a Papa Kolikouman qui disait... Ce bilan est négatif et c'est Ebola. Oui, alors... négatif. Et que Ebola est un faux c'est soit vous me demandez de faire le bilan, soit vous me demandez de bien sûr, en même temps, on termine avec le bilan. Non, mais Papa Kolikouman a été très gentil par rapport à ce que certains disent. C'est pour ça que c'est très difficile de débattre. Vous avez une frange de l'opposition, quand elle parle, vous vous demandez si vous parlez du même pays. On vous dit les Guinéens meurent de faim, on est pratiquement considéré comme la pire dictature de tous les temps. Donc c'est difficile de débattre. Papa Kolikouman est ministre conseiller. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça prouve que chez nous, il y a une liberté de ton et de parole. Mais quand il dit que c'est négatif... ce n'est pas négatif, justement. Il a un problème aujourd'hui. Le président l'a largement expliqué. Nous avons un problème avec M. Papa Kolikouman semble avoir un problème avec le président de la République, qu'il le gère. Et s'il estime que dénigrer le bilan fait partie de sa stratégie et puis lui apporter un bénéfice quelconque, c'est son droit. Nous sommes convaincus, comme une majorité de Guinéens, que nous avons un bilan largement positif qui peut se décliner en plusieurs étapes. Gouvernance économique, mise à jour et mise à niveau, remise à niveau de tous les équilibres macroéconomiques. Gouvernance institutionnelle avec la mise en place d'un certain nombre d'institutions, la réhabilitation d'un certain nombre de structures. Gouvernance au niveau social, avec toutes les actions qui ont été intentées et qui ont été menées pour améliorer le pouvoir d'achat des Guinéens, soulager le panier de la ménagère, et puis également cette fameuse question de l'électricité qui aujourd'hui commence à être un lointain souvenir. Donc je crois que sur ces axes-là, il y a des acquis partout, quel que soit le secteur que vous prenez, qu'il soit politique, financier, social, il y a des améliorations sensibles et il y a des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant. Question sécurité, monsieur le ministre? Alors, on raisonne toujours par rapport à ce qu'on ne voit pas et on oublie ce qu'on voit. Question sécurité. Est-ce que la Guinée est plus sûre aujourd'hui pour un investisseur? Moi, quelqu'un m'apprenait il y a juste 48 heures, par exemple, que les véhicules, notamment d'une importante compagnie minière en Guinée, n'ont pas le droit de passer notamment par Bambeto Koza, en Dalai. Mais c'est une vérité parce que ces sociétés sont soumises à des normes de sécurité strictes et ne prennent aucun risque. Et cela me permet de mettre encore plus en valeur notre bilan. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait malgré l'héritage énorme, abyssal dont nous avons hérité. Nous l'avons fait malgré la crise économique qui a sévi en 2013. Nous l'avons fait malgré la diversité énorme qu'a subi le président de la République qui allait jusqu'à vouloir attenter à sa personne avec des conglomérats miniers qui ont fait un consortium contre la Guinée, contre nos intérêts. Nous l'avons fait malgré Ebola et nous l'avons fait malgré l'extrême adversité de notre opposition qui fait qu'aujourd'hui il y a des axes où certains investisseurs ne peuvent pas circuler. Nous avons quand même réussi à obtenir ce bilan-là. Donc que les Guinéens comprennent que toute la meilleure volonté du monde doit tenir compte d'un certain nombre de contingences, mais que malgré ces contingences, parce que nous avons un leadership très fort, nous avons obtenu des résultats. Et c'est dommage que ces résultats aient été quelque peu édulcorés par le fait des hommes, mais également par le fait de la nature, cette épidémie, que malgré tout nous avons su gérer et que nous espérons pouvoir éradiquer dans les jours qui viennent. Vous auriez un meilleur bilan, tout à fait. ce contexte. Tout à fait, et notamment, je ne sais pas pourquoi les Guinéens sont les seuls à s'auto-flageller et refusent de considérer et d'admettre qu'Ebola a été une catastrophe économique pour la Guinée. C'est quand même une réalité. Je trouve dommage qu'on soit encore en train de débattre de ça. Certains vous diront que la Guinée affichait déjà une croissance pas très bonne par rapport à la Sierra Leone, au Libéria. Tout à fait. Parce que, alors, justement, cette comparaison me fait rire. Le Libéria, d'abord, on est dans un débat économique très classique qui n'évolue pas. La croissance, c'est bien, la croissance. C'est la croissance qui crée des emplois, qui crée de la richesse. Mais elle n'est pas une condition suffisante pour le faire. Tout dépend de quelle croissance, tout dépend de qui porte cette croissance. Si vous avez juste un secteur, les mines, et peut-être une mine qui démarre et qui fait qu'un pays très pauvre, à cause de ce démarrage,
de cette mine ou de cette activité minière a une croissance exponentielle rapide, c'est bien. À qui profite cette croissance? Quelles sont les retombées sociales au niveau du pouvoir d'achat, de la santé, des populations, de l'emploi? Il faut se le demander, il faut aller le vérifier. Ici, c'est vrai, en fin 2013 et début 2014, nous avons eu des problèmes parce que sur le marché international, le cours de l'or et du fer ont dégringolé. Vous avez suivi que BHP, Billiton se retirait d'un certain nombre d'activités dans beaucoup de pays, dont la Guinée. Donc nous avons subi les contre-coups. Et si nous n'avons pas été forts économiquement, les conséquences auraient été pires. Malgré cette récession, malgré cette absence de croissance, nous avons réussi à maintenir le prix du sac de riz auquel il était avant, et aujourd'hui c'est toujours la même chose. Nous avons été un des seuls pays africains à n'augmenter qu'une seule fois le prix du carburant et à le maintenir, à continuer nos subventions. Si nous n'avions pas les mesures qui nous ont permis d'avoir une économie forte, nous n'aurions pas pu arriver à ces résultats-là. Justement, monsieur le ministre, ce n'est pas parce que réellement notre économie se porte mal que l'État est obligé de subventionner ces secteurs névralgiques. Il prend l'argent il prend l'argent que notre État produit, que notre économie produit. Ah oui, mais et le réinvestit dans des secteurs qui permettent de soulager le secteur, le panier de la ménagère. Sidia Touré, par exemple, vous accuse aujourd'hui, notamment le gouvernement guinéen, de faire tourner la planche à billets pour payer ses fonctionnaires. C'est faux. On ne peut pas le faire lorsqu'on a un programme formel avec le FMI. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous avons le satisfecit de toutes les institutions internationales. Donc, je dis encore, lorsqu'on parle de la Guinée, lorsque certains parlent de la Guinée, vous avez l'impression qu'on ne parle pas du même pays. Alors, quels sont vos échecs? Nous avons des axes d'amélioration partout. Le président a été le premier à le reconnaître la dernière fois en disant qu'il a fait une erreur en investissant de 100 millions de dollars dans les groupes thermiques. Absolument. Alors qu'il aurait pu les mettre dans la production. Il y a d'autres secteurs où on doit faire des améliorations. Et on n'est pas les seuls à agir en ce sens-là. Vous parlez de la sécurité, c'est vrai, c'est un gros domaine. Ça demande des ressources, ça demande du recrutement. Il y a aussi le secteur minier. Le secteur minier, c'est très stratégique. Le président a volontairement refusé de répondre à des questions concernant les blocs Simandou et ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière le secteur minier. Et c'est justement pour ça que on refuse de rester uniquement basé sur les ressources des mines, comme ça a été le cas pendant longtemps, et qui fait que dès l'instant où un projet minier s'arrête ou ne démarre pas, nous en ressentons les coûts. Nous voulons développer tous les autres secteurs, notamment l'agriculture, de manière à ne plus être tributaire des mines et de voir comment, à ce moment-là, nous sommes en position de force pour dire nos mines, nous allons vous les donner dans telles conditions. Il n'est pas question de les brader pour céder à ce qu'on appelle la dictature de l'urgence ou de la pauvreté. Vouloir céder tout sous prétexte qu'on a besoin d'argent ou qu'on est pressé, ça ne marche pas, on en a eu la preuve. Pourtant, quand on prend Rio Tinto aujourd'hui, qui fait une sorte de mise sous perfusion du gouvernement guinéen, on a bien l'impression que Rio Tinto est en train de geler notamment le projet Simandou. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas dépendre des mines. Il faut éviter, il faut dépendre le moins possible des mines. Le président de la République disait que la Guinée est en train maintenant de réfléchir à une meilleure politique minière. Et lorsque le président tient ses propos, après avoir accordé une concession à Rio Tinto, après avoir laissé s'installer d'autres projets miniers qui ont eu également des concessions, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec de cette politique minière? Il y a du travail. En tout cas, vous n'avez pas parlé de cette fameuse loi, en tout cas, sur les mines, en tout cas, et ce nouveau code minier. Le code minier. Il n'a pas dit meilleure politique. Ça veut dire que ça l'améliore. Ouais. Mais c'est surtout une nouvelle orientation et voir qu'est-ce qu'on fait exactement. Parce qu'il y a des choses, il y a des déclarations et des décisions que vous ne pouvez pas prendre tant que vous n'avez pas été soumis à l'épreuve en tant que tel, tant que vous n'avez pas vu la réalité sur le terrain de ce qui se passe. Depuis 5 ans, malgré ce qu'on nous disait avant, nous avons mis en place une nouvelle politique minière, un nouveau code minier, et malgré ça, vous avez certains secteurs qui n'ont pas encore décollé à notre satisfaction. Mais à côté de cela, vous avez d'autres secteurs qui sont partis. La société minière de Bokeh est en train aujourd'hui de faire ce que personne n'avait fait avant et ce que la CBG fait alors qu'on a l'impression que c'est extraordinaire, elle est en train de montrer que c'est quelque chose qu'elle peut faire également. Donc ça, c'est un acquis important. Ça veut dire que tout n'est pas à remettre en cause dans le secteur minier. Il y a des nouvelles orientations à prendre. On a vu que ça a été annoncé avec tambour et on continue. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas encore démarré, mais on continue. De ce côté-là, c'est moins un problème de temps, de mise en œuvre et aussi de retard accumulé à cause d'Ebola. Il ne faut jamais l'oublier qu'un problème en tant que tel. Mais je ne rentrerai pas
profondément dans les questions minières. Je pense que le ministre des Mines est beaucoup plus averti sur cette question. Mais je peux vous dire que la Guinée ne va plus se laisser dicter sa loi par des grands consortiums miniers et que lorsque nous exploiterons nos mines, ce sera au profit des populations. Bien, on va parler du cas Moussa Dadis tout à l'heure, mais une seule question, cette question à Monsieur le ministre, sur les soupçons de scandale de détournement, parce qu'on en a entendu beaucoup durant le premier mandat d'Alpha Condé. Il y a eu beaucoup de révélations dans les médias. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que malgré toutes les réformes que vous avez mises en place, toutes les mesures qui ont été annoncées, vous n'avez pas réussi à combattre la délinquance économique? En moins de 5 ans, on a gagné 19 places à l'indice de perception de la corruption. En moins de 5 ans, on a gagné 19 places. On a réussi à recoller à l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance. Je me souviens qu'en 2006, la Guinée a été classée le pays le plus corrompu d'Afrique. Ça n'arrivera plus, en tout cas, tant que nous serons aux affaires. Mais certains pensent qu'on pouvait mieux faire, monsieur le ministre. Bien sûr, mais dans tous les domaines, on peut mieux faire. Moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait l'électricité jusqu'à Yomou, gratuite pour tous les Guinéens, pourquoi pas? La question n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour arriver à une amélioration sensible pour tous les Guinéens. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. Je dis encore, on a trouvé un pays dans une situation extrêmement grave, avec des comportements qui ne sont pas imaginables. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Alors, il peut y avoir des dérives. Les accusations de corruption qui ont été soumises à la presse, vous le dites vous-même, ce sont des soupçons. Il y en a certaines qui ont été avérées, elles ont été sanctionnées. Les autres restent sur des soupçons. Celles qui ont fait l'objet de polémiques ont été expliquées, que ce soit par le gouverneur de la Banque centrale, par le ministre des Mines, devant l'Assemblée. Donc, sur ces points-là, vous n'entendrez plus parler de ces scandales. D'abord, si vous en entendez parler, c'est qu'il y a un mécanisme qui permet de les mettre à jour. La différence avec ce qui se passait avant, c'est que ça se passait dans des proportions 10 fois supérieures sans qu'on en entende parler. Et aujourd'hui, des gens continuent de vivre de cette corruption qui a existé pendant des dizaines d'années. Je crois qu'il faut savoir ne pas mélanger les choses. Et certes, tout n'est pas terminé. Il y a des gens qui continueront à penser que des choses sont possibles. Donc vous reconnaissez le devoir, que la c'est de continuer à le sécurisation battre. des recettes de l'État reste encore Un défi majeur, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Est-ce que la difficulté que le président a à lutter réellement contre la corruption ne s'expliquerait pas, parce que vous avez fait allusion à des habitudes qui ont prévalu dans ce pays depuis des années, est-ce que ça ne s'expliquerait pas par le fait que même dans l'entourage immédiat du président, il y a des gens qui représentent la survivance de ce passé? Entre les représenter et les reproduire, c'est différent. Le président ne travaille Et vous qu'avec nous assurez qu'ils ne les reproduisent Non, pas? ben, écoutez, s'ils le reproduisent, ils partiront. Le président a été clair là-dessus. Il a été d'abord dans sa propre famille avant d'en parler avec d'autres. Il ne supporterait pas qu'il y ait des conflits d'intérêts proches de lui ou à des personnes, pour des personnes qui ont des postes de responsabilité. La différence, c'est que les comportements de tous nos cadres sont dictés d'abord par le leadership. Si vous avez un leadership qui est laxiste et qui laisse faire, ou qui lui-même s'accommode parce qu'il a quelque chose à gagner, c'est sûr que vous ne pourrez pas sanctionner les personnes. Et justement, certains pensent que le président s'est quelque peu accommodé parce que les conditions de son élection, où il a eu besoin des caciques du régime précédent, faisaient qu'il devait se montrer plus ou moins accommodant. Est-ce que... Accommodant pour travailler avec eux, mais pas accommodant pour leur permettre de reproduire ce qu'ils auraient éventuellement reproduit avant. Justement, c'est ce que certains pensent. Ah oui, ils peuvent le penser. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le penser, mais ce n'est pas la réalité. Est-ce que vous pensez, une fois réélu, Alpha Condé sera plus tranchant face à la corruption? Mais la question, vous posez une question fondamentale. On reproche, certains disent qu'il n'aurait pas dû s'entourer d'un certain nombre de personnes. Je vous rappelle qu'au premier tour de l'élection présidentielle, 66% des Guinéens ont voté pour des personnes qui ont géré ce pays. 66% des Guinéens étaient prêts à ce que des personnes qui ont géré ce pays redeviennent pas ministres des Finances, pas ministre du Budget, pas Premier ministre, mais président de la République. 66% des Guinéens. On ne peut pas reprocher quand même. En tout cas, c'est 66% des Guinéens qui vont reprocher au président de la République d'avoir pris comme collaborateur un certain nombre d'anciens responsables, d'anciens ministres de ce pays, à condition qu'ils rentrent dans le moule qui était le sien, faire fonctionner le pays sur des rails, qualité, gouvernance et absence de corruption. Est-ce que vous êtes en train de dire renvoie une très mauvaise image de sa gouvernance? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce Oui, que qu'après, la preuve a été faite qu'il a été de- félicité. Ceux qui n'ont pas obligé pu de s'en débarrasser. Oui, ceux qui n'ont pas pu suivre, ils s'en est débarrassé. Je suis d'accord avec vous. Ça prouve que il était dans une logique qui était bien déterminée sur laquelle il s'est entendu et ceux qui n'ont pas compris ont été obligés de quitter le navire.
mais on l'entendait dire très récemment en Guinée, que, disons, après sa réélection, il pourrait gouverner seul. Est-ce que ça ne veut pas dire que quelque Non. part, Qu'est-ce que vous entendez gouverner seul? Voilà. Vous entendez quoi Sans par peut-être gouverner ses seul? alliances. On pose la question. Est-ce que finalement... Non, vous avez entendu le président dire qu'il pourrait gouverner seul. Est-ce que finalement, sur le tendon d'Achille, le professeur Alpha Condé n'a pas été toutes ces alliances-là? Mais la question ne se pose même pas. Vous êtes élu avec une alliance, des gens qui vous rejoignent, parce qu'ils ont un certain poids politique. Vous êtes obligé d'en tenir compte. Je pense que cela est l'évidence même, à condition de respecter un certain nombre de principes. Après, n'oubliez pas que l'élection présidentielle, c'est la voix des Guinéens. Si le président Alpha Condé dit que vous, M. Mara, vous représentez 10% des Guinéens, il est obligé de tenir compte de l'avis de ces 10% des Guinéens. Sauf si vous lui dites, mais moi, je n'ai pas l'intention de travailler avec toi, ce n'est pas la peine, je ne travaillerai pas avec vous. Il a voulu cette ouverture-là, à condition qu'on reste dans un cadre qu'il avait défini. Maintenant, personne ne sait ce qui va se passer le 11 octobre, quelles sont les alliances qui seront avec lui, quels sont les besoins en termes de voix. Certains l'ont compris, ils n'ont pas pris le risque de se présenter. Parce qu'ils savent peut-être que le suffrage qu'ils auront ne leur permettront pas de faire valoir quoi que ce soit. Donc mieux vaut garder cette fiction qui dit porte aussi quelque chose. Mais, même si dans les faits, il n'apporte rien. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais tant que vous ne vous êtes pas présenté, vous ne le savez pas. Non, on a un indicateur. On a un indicateur aux législatives, on sait pratiquement qui vaut quoi. Il y a aujourd'hui que des partis rejoignent le président sans vraiment qu'on ait la certitude qu'ils apportent. Oui, entre les législatives et maintenant, beaucoup de choses se sont passées. Mais cette adhésion, elle est importante pour nous parce qu'elle marque quand même l'adhésion d'un certain nombre de leaders d'opinion, qu'ils soient suivis ou pas par une grande masse. Mais ce sont des personnes influentes, ce sont des personnes qui connaissent ce pays, qui ont voix au chapitre et qui viennent dire nous allons directement avec ce monsieur parce que nous sommes convaincus de ce qu'il a fait et nous pensons qu'il peut continuer à le faire. Certains pensent que c'est pas parce qu'ils sont convaincus, mais c'est parce que c'est la politique du tube digestif, monsieur le ministre. Je souhaite qu'on saisisse une opportunité d'accompagner quelqu'un dont on pense qu'il peut faire l'avenir de ce pays, qu'il peut construire des choses et qu'on ait envie de participer à ça avec lui. Quand on voit aujourd'hui des leaders d'opinion, comme vous l'avez dit, des leaders politiques qui vous ont pourfendu pratiquement tout le clair de votre mandat et qui vous rejoignent à la dernière minute, Boubacar Bari, on parle de Mouktar Kassouri, Ibrahima Kassouri Fofana et tout, et qui n'ont pas du tout été tendres avec le professeur Alpha Condé et sa gouvernance. Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est opportuniste, que c'est parce qu'il y a il y a à boire et à manger. Je pense qu'il y a des gâteaux à partager après. Je pense que c'est à eux d'abord de répondre à cette question. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais je pense que ça met surtout en exergue l'extraordinaire capacité du président à passer sur un certain nombre de choses pour aller vers l'essentiel. Parce que comme vous le dites, si quelqu'un vous tape dessus pendant tout votre mandat, que vous savez, à la suite des élections législatives, qui ne pèsent pas grand-chose, mais que vous acceptez qu'ils viennent avec vous, ça veut dire que vous faites preuve d'une ouverture d'esprit et que vous êtes prêt à travailler avec d'autres personnes également. Je crois que ça, il faut en tenir compte aussi. Mais certains pensent que beaucoup de ces gens pourraient passer au cas d'Addis. Justement, avec le cas d'Addis, finalement. Absolument. Et on n'a pas senti, disons, cet empressement, par exemple, à ouvrir les bras à Moussa Dadis Camara, d'ailleurs, qui, 2 fois ces dernières semaines, a été empêché de venir en Guinée. Vous savez, s'agissant du cas de Moussa Dadis Camara, je veux introduire mon intervention par quand même un constat. Les journalistes, les médias internationaux ont le droit de se poser toutes les questions, de faire toutes les analyses qu'ils veulent. Les observateurs étrangers peuvent également le faire. Nous, Guinéens, nous savons de quoi nous parlons. Nous savons d'où nous venons. Bon, je pense qu'on était tous là en 2008, en 2009, en 2010 et le 28 septembre. Et nous savons l'extrême fragilité de notre pays dans certaines situations. Je crois qu'il faut que nous fassions tous très attention. Moi, je ne suis pas à l'aise quand je parle de la situation de Dadis Camara, parce que quel que soit ce que le gouvernement dira par rapport à Dadis Camara, il y aura une perception qui sera différente et parfois négativement perçue, que ce soit de la part des victimes, que ce soit de la part de Dadis, que ce soit de la part de la communauté internationale, de la CPI, des politiques, des observateurs. C'est très délicat d'en parler parce que ça fait intervenir beaucoup trop de passion. Et nous, gouvernement, qui avons la responsabilité, contrairement à ceux qui se saisissent du cas d'Addis pour faire une propagande et une récupération, nous avons la responsabilité, 1, que la justice soit rendue de manière impartiale,
de manière à ce que notre pays devienne respectable en termes de justice, et nous avons la responsabilité de préserver la paix sociale. Donc comprenez que je ne sois pas à l'aise pour parler de ça, parce que nous ne voulons pas courir le risque que des propos du gouvernement soient mal interprétés. Ceci étant, c'est vrai que par 2 fois, comme vous le dites, Moussa Dadis n'a pas pu venir en Guinée, mais la Guinée n'a pas eu à intervenir dans cette situation. Bien, et ce fut un plaisir pour nous de recevoir M. Damanta Albert Camara. Il est ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau, de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup. Merci aux co-animateurs, Talibé Bari de City FM, le journal La République, Mohamed Mara de la radio Espace FM. Merci à toute l'équipe de cadrage. Merci au montage. Merci à vous qui nous avez regardé un peu partout à travers le monde. Portez-vous bien, au revoir. Au prochain numéro. Portez-vous bien.